Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le créateur et chausseur Christian Louboutin séduit au Grimaldi Forum. L'exposition qui lui est consacrée vient de dépasser la barre des 10 000 visiteurs. Nous en parlerons dans quelques instants avec la directrice générale du Centre culturel et des congrès, Sylvie Biancheri. Quelques mois seulement après le lancement du premier cloud souverain d'État en Europe, les services de Monaco Cloud viennent d'être homologués. Quels sont ses atouts? Nous y répondrons dans ce journal. Puis nous recevrons Boris Herman. Le skipper vient de mettre à l'eau son tout nouveau voilier de course, Malizia Sea Explorer, un monocoque sur lequel il s'apprête à vivre de belles aventures en solitaire et par équipe. Il dévoilera tout cela sur notre antenne. Et puis à la fin de ce journal, initiation à la bande dessinée et au manga pour les jeunes du Passeport Culture. L'opportunité, vous le verrez, de laisser libre cours à son imagination. 10 000, c'est le nombre de visiteurs qui ont déjà découvert l'exposition Christian Louboutin, l'exhibitionniste chapitre 2 au Grimaldi Forum. 3 semaines après son ouverture, l'œuvre et l'imaginaire du créateur séduit. Revenons justement sur ce succès avec la directrice générale du Grimaldi Forum. Bonsoir Sylvie Biancheri. Bonsoir. On le sait, les expositions estivales du Grimaldi Forum sont toujours des rendez-vous immanquables. Preuve en est avec celle consacrée à Christian Louboutin. Oui, absolument. C'est une exposition à voir absolument. Elle est vraiment particulière, originale, gaie. C'est un univers incroyable. Il faut venir absolument la visiter. C'est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé. On a fait beaucoup d'expositions depuis plus de 20 ans. Mais celle-là est vraiment d'une originalité incroyable. C'est l'univers de Christian Louboutin, la scénographie de l'exposition qui fait qu'elle trouve son public selon vous ? Oui, vous avez raison. C'est effectivement l'univers de Christian Louboutin, c'est sa créativité. C'est un personnage qui est un artiste véritablement. Et c'est ce qui nous intéressait dans cette exposition. C'était son regard à la fois de designer de souliers, mais également un regard sur toute la création artistique, puisque comme vous le savez, il invite également beaucoup d'artistes dans cette exposition. Et cette combinaison dans une scénographie époustouflante, je crois, fait vraiment la différence et fait que les visiteurs qui en sortent sont absolument ébahis. Je pense qu'ils ne s'attendent pas à autant de créativité, à autant de choses différentes de section en section. La visite est toujours relancée par des surprises et évidemment, c'est ce qui fait le succès de cet événement. Sylvie Biancheri, on pourrait croire que le public est féminin. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, mais pas seulement. Vous avez raison de le préciser, il faut le rappeler à nouveau. Ça n'est pas une exposition uniquement pour les dames qui aiment les souliers, c'est vraiment une exposition pour tous qu'on peut venir visiter en famille. Et donc les messieurs également sont les bienvenus et ce ne sont pas uniquement des souliers dans de jolies vitrines. Plus globalement, est-ce que cela fait du bien de voir vivre à nouveau le Grimaldi Forum avec ses expositions, avec ses congrès? Et en fait, cette période de pandémie nous a évidemment marqué, mais plutôt dans l'année 2020. Et l'année 2021 était déjà pour nous une année de reprise assez forte à partir du mois de juin 2021. Par conséquent, évidemment, là, on retrouve, je dirais, presque la pleine activité à la fois en tourisme d'affaires et en culture. Mais on est ravis, vous savez, on est fait pour ça, on est fait pour avoir du monde, pour accueillir des gens, pour faire plaisir aux visiteurs qui viennent, pour faire des concerts, pour que pour que les gens profitent de ce bel été. Et du côté des congrès, Sylvie Biancheri, vous ressentez aussi l'envie des organisateurs de retrouver la destination Monaco, même si la crise a permis à des événements de se maintenir en distanciel ? Bien sûr. En fait, vous savez, le distanciel n'enlèvera jamais le présentiel. Ce dont on se rend compte, c'est que les événements que nous accueillons et qui sont pratiquement tous revenus, en tout cas au niveau de la clientèle récurrente, sont des événements qui vont continuer de se développer. Et d'ailleurs, ils ont tous eu beaucoup de succès avec généralement des niveaux de présence supérieurs ou égaux à ce que l'on avait connu avant la pandémie.
tout simplement parce que les personnes ont besoin de se voir, ont besoin de se rencontrer et que le distanciel peut amener une solution pour des personnes qui sont très éloignées, qui sont encore dans l'impossibilité de voyager, mais encore une fois, ça ne peut pas se substituer totalement. Le distanciel, en fait, pose un vrai problème de capter l'attention sur une longue durée pour quelqu'un qui est derrière l'écran. Et ça demande aussi beaucoup de travail pour un organisateur d'événements d'arriver à vraiment tenir l'attention des personnes qui sont censées toucher derrière l'écran. Un petit mot sur l'avenir, que nous réserve le Grimaldi Forum pour les prochains mois? Beaucoup de belles choses, donc des événements en tourisme d'affaires qui reprennent dès la mi-septembre, évidemment avec, je dirais, le lot de grands salons récurrents que vous connaissez au mois d'octobre, avec l'UXPAC, les Assises de la sécurité, le Sportel, absolument. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs le fait que la durée de l'exposition soit un petit peu courte, c'est notre calendrier événementiel, donc j'en profite pour rappeler qu'il faut absolument venir visiter l'Expo Louboutin avant le 28 août parce qu'elle est vraiment très courte cette année et c'est le calendrier événementiel qui nous impose qu'elle soit aussi courte. Donc voilà, beaucoup de belles choses et puis on aura l'occasion de reparler à la rentrée de notre programmation culturelle que l'on vous prépare évidemment, des concerts, des First Day Live le jeudi une fois par mois et puis évidemment la grande exposition de l'année prochaine dédiée à Monet, un événement vraiment incroyable avec une centaine de toiles de Monet qui seront réunies au Grimaldi Forum. Plein de belles choses en prévision, donc merci Sylvie Biancheri d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous, merci de nous suivre et on vous attend encore nombreux. Merci beaucoup. Et restons dans le domaine de la culture avec cette exposition à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle s'intitule TCAP et rassemble des peintures et des sculptures de Stéphanie Natera et Alain Donat. Son thème, la défense des cétacés en Méditerranée, la défense écologique du milieu marin. Le vernissage de cette exposition a eu lieu en présence du prince Albert II. Elle est à découvrir jusqu'au 10 août à l'espace Namouna. Cette information à présent sur le prochain concert au Palais Princier. Malheureusement, la violoniste Ville-de-Frangue, souffrante, ne pourra pas assurer la représentation de ce dimanche. Elle sera remplacée au pied levé par un autre violoniste, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agira de Renaud Capuçon. Le programme reste inchangé. Edward Elgard et Richard Strauss seront à l'honneur. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, le Monaco Cloud a reçu une homologation qui permet sa mise en route. C'est une avancée technologique pour la principauté qui marque une nouvelle étape dans son désir de devenir pionnière de cette technologie dans les prochaines années. Reportage dans les bureaux de Monaco Digital avec Yannick Debever, Thomas Deus et Louis Borgia. C'est une étape de plus dans la croissance numérique de la principauté. Le cloud souverain a obtenu son homologation auprès de l'agence monégasque de sécurité numérique, après de nombreux tests de fiabilité. Désormais, ça y est, une seule et même plateforme digitale peut accueillir les données de l'État, mais pas que. Ça permet également d'animer tout l'écosystème économique monégasque. Donc beaucoup de structures qui veulent aujourd'hui finalement quelque part se débarrasser de la couche d'infrastructure qui est lourde, qui est complexe à gérer, peuvent venir chez nous et profiter de nos services. Donc ça permet quelque part un essor économique des différentes initiatives monégasques et au-delà de Monaco d'ailleurs également. Développé avec le leader du numérique monégasque Monaco Digital, Monaco Cloud aspire à devenir un leader mondial grâce à des valeurs que seule la principauté peut assurer. Et c'est pour cette raison qu'il est présenté comme un cloud souverain. Nous on voit plusieurs axes sur la souveraineté. Il y a un premier axe qui est la territorialité. C'est-à-dire que les données sont hébergées à Monaco. Il y a un autre axe qui est un axe de juridictionnel, c'est-à-dire qu'on appartient à la juridiction monégasque, donc c'est les lois monégasques qui s'appliquent concernant les services qu'on propose. Le management est réalisé depuis Monaco, et c'est un point extrêmement important. Puis ensuite, un facteur qui est vraiment un facteur clé, c'est que l'État est majoritaire dans le capital de Monaco Cloud. Donc tout ça réuni peut nous aujourd'hui nous prévaloir d'une réelle souveraineté. Le Monaco Cloud s'inscrit pleinement dans le programme Extended Monaco lancé par le gouvernement monégasque. La principauté veut sa place de pionnière du numérique sur le territoire européen. Aujourd'hui, il est clair, il est même affiché d'un point de vue politique. Frédéric Gintal l'a déjà dit, on souhaite être le Singapour des portes de l'Europe. Donc l'innovation fait partie de ses attributs.
Il y a beaucoup de démarches dans ce niveau-là et c'est vrai que le fait d'avoir un cloud souverain avec toutes ses dimensions publiques-privées reste une innovation forte et voilà, on va être fiers de pouvoir le commercialiser très rapidement. Public ou privé, toute société monégasque peut désormais prendre le virage du numérique, entièrement accompagné par Monaco Cloud. C'était la semaine dernière à Lorient. Le team Malizia de Boris Herman mettait à l'eau son nouvel IMOCA, baptisé le Malizia Sea Explorer. Le nouveau voilier de course est prêt à se mesurer aux futures grandes échéances, dont la première est la Route du Rhum en octobre prochain. Pour nous parler de ce nouveau vaisseau des mers et de ses ambitions, nous sommes avec le skipper allemand. Bonsoir Boris Herman. Bonsoir. Décrivez-nous le Malizia Sea Explorer. C'est un bateau qui ne ressemble à aucun autre foiler. Il a l'air plus imposant. Oui, on est très fiers d'avoir mis à l'eau notre nouveau bateau la semaine dernière. D'ailleurs, on l'a mis à l'eau le 19. C'était une date qu'on avait annoncée un an plus tôt. On est très fiers d'avoir tenu la date sur un projet aussi complexe. Donc, c'est un bateau qui a une forme un peu à part de la génération des bateaux avant, un peu plus arrondi. Et on espère de pouvoir passer mieux les vagues avec cette forme de coque. Oui, on a vu, il y avait beaucoup d'émotions lors de la mise à l'eau. Cela a célébré aussi l'aboutissement de longs mois de travail. Oui, c'est beaucoup d'émotions presque tous les jours parce que demain, on fera la première navigation. C'est presque encore plus excitant que la mise à l'eau. Et c'est super de voir cette grande équipe qui travaille autour de ce bateau, qui gravite autour de ce projet, qui travaille avec une énorme énergie et passion. Et c'est un privilège de pouvoir travailler sur quelque chose de tangible, comme mettre à l'eau un bateau, c'est quelque chose de très tangible pour tout le monde, très émotionnel, et on est très fiers de ça. Est-ce que vous vous êtes servi de vos expériences passées pour concevoir ce nouveau monocoque? Je pense par exemple au Vendée Globe. Absolument. J'ai eu un discours assez intense avec les architectes navals qui ont travaillé pour dessiner ce bateau. Et j'ai apporté et insisté beaucoup sur cette idée d'une coque plus arrondie et une étrave qui remonte plus pour passer plus les vagues. Et c'est une chose qui semble étonnante, mais avec les modèles numériques aujourd'hui, le passage dans la mer, on ne peut pas encore très bien simuler l'impulse du skipper et notamment la conséquence des expériences pendant le dernier Vendée Globe où le précédent bateau s'est souvent arrêté dans les vagues et a enfourni, a fait des arrêts et des vitesses moyennes ne sont pas été à la hauteur de nos espoirs. Il y a un aspect qui ne change pas, Boris, c'est la mission que va poursuivre Malizia Sea Explorer, celle de sensibiliser à la protection du climat et de collecter des données océanographiques. Hein. Oui, bien sûr. Le nouveau bateau porte encore en plus grand le message Climate Action Now, a race we must win. Donc ça, c'est écrit en très grand sur la coque et les voiles. Et aussi le laboratoire qu'on a transporté et employé sur le précédent bateau, le même laboratoire océanographique est installé sur ce nouveau bateau. Ça va mesurer le taux de CO2 dans les océans, dans les zones très peu fréquentées, et ça va apporter des données très importantes pour encore comprendre mieux le réchauffement climatique. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, première navigation demain, il y a de nombreux défis qui vous attendent. Le premier sera la Route du Rhum en novembre prochain. Ça sera le premier véritable test pour Malizia Sea Explorer. Exact. La Route du Rhum, c'est une course très connue, avec une haute notoriété en France. Donc, pour nous, c'est un événement très important, un objectif à la fois sportif et technique d'éprouver pour nous ce bateau fonctionne et aussi d'apprendre pour l'échéance qui suit très rapidement après, ce qui est le The Ocean Race. Donc, partir en équipage mi-janvier de Alicante. Mais vous avez raison. Avant ça, on a la Route du Rhum. S'affronter à la Route du Rhum avec un bateau tout neuf, avec le peu de temps que nous reste encore pour se préparer, ça va pas être facile, mais on va quand même essayer de
de faire au mieux et j'ai hâte de me remettre dans la compétition. Oui, vous avez hâte aussi de repartir pour une nouvelle course en solitaire? La route du Rhum est beaucoup plus courte que le Vendée Globe. À comparer avec le Vendée Globe, c'est vraiment en sprint à travers l'Atlantique. C'est entre 12 et 13 jours de temps en mer. Donc, l'aspect solitude est beaucoup moins problématique sur cette course et j'ai vraiment hâte de me lancer dans une grande course avec 30 IMOCA et vraiment affronter notre bateau, notre team avec les autres teams. Oui, comme vous l'avez dit, il y aura The Ocean Race en janvier et bien évidemment le Vendée Globe en 2024 et nous suivrons bien évidemment toutes ces régates de près. Merci infiniment Boris Herman de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Grand merci. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur les images diffusées lors de cet entretien, le Malizia Sea Explorer porte un numéro de voile un peu particulier, le 1297, en hommage à l'année où Francesco Grimaldi a conquis le rocher de Monaco. Depuis le début de l'été, nous vous faisons découvrir les activités proposées dans le cadre du Passeport Culture. Après le handball ou le jet ski, nous nous sommes intéressés ce soir à l'activité bande dessinée et manga, le reportage de Victor Labbé. Ces enfants ont choisi de laisser la place à leur imagination en créant leurs planches de BD ou en s'initiant à l'art du manga. Je suis en train de dessiner des sabres que j'ai retrouvés dans des animés. J'aimerais bien trouver laquelle je vais mettre dans mon histoire à moi. On essaye chacun de faire notre propre style et chacun quelque chose de différent pour après voir l'art de chacun. Cette activité dure 5 jours avec la recherche du héros et de l'histoire, les premiers dessins, le découpage des cases sur la planche, puis l'ancrage au feutre fin et enfin la mise en couleur. Il y a des habitués qui ont déjà leur univers de manga, donc eux ils font une histoire, ils connaissent déjà un peu ce qu'ils veulent faire, et il y en a qui essayent d'apprendre les bases du dessin. Donc il y a 2 étapes un peu différentes, mais le but c'est que chacun trouve un peu son univers, ce qu'il aime, ce dont il aime parler, et qui raconte en une planche une petite histoire, quoi. Sans trop s'inspirer de ce qui existe déjà, que ce soit vraiment personnel, quoi. Le programme des vacances de l'été 2022 comprend des activités devenues des classiques au fil des années, la plongée sous-marine, le jet ski, l'escape game, mais cette année encore, il y a plusieurs nouveautés, le simulateur de vol, l'acrobranche et bien d'autres. Un riche programme en effet pour le Passeport Culture. Une dernière information avant de refermer ce journal, le numéro 60 de Code Sport Monaco vient de paraître, un numéro 100% femmes qui met en lumière les forces vives de la principauté et ces sportives qui représentent fièrement les couleurs de leur pays ou de leur club. Le magazine est à retrouver en kiosque ou en téléchargement sur le site de Code Sport Monaco. Rejoignons Alexandra Pani pour les prévisions météo. Bonsoir Alexandra, quel temps est prévu pour le début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un soleil encore bien présent pour cette journée de samedi. Des nuages seront de passage et l'on pourra compter sur une légère brise pour nous apporter un peu d'air frais car le thermomètre affichera toujours 30 degrés. En ce 30 juillet, nous fêterons les Juliettes. Merci Alexandra et merci à vous pour votre fidélité, y compris pendant cette période estivale. On se quitte avec les photos de Michael Alési qui vous propose ce soir de plonger dans les activités proposées par le centre de loisirs. Nous y reviendrons d'ailleurs demain dans notre édition. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.